fattore in quindi Toda experiência esta step. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour Bernard. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter de nous rencontrer. Bernard Roman, député, j'allais dire émérite du Nord, conseiller municipal adjoint au maire de Lille pendant 1983-2004, si je me souviens bien. C'est ça, un peu plus de 20 ans. Conseiller régional et conseiller général du Nord pendant très longtemps. On reviendra dessus. In fine, je crois que le seul mandat que tu n'es, les deux seuls mandats que tu n'es pas fait, c'est député européen et sénateur. Oui, sénateur après avoir refusé d'être sénateur. Tu as été évidemment premier fédéral du Nord pendant l'une des plus belles missions que j'ai eu quelques années. Assumer. On reviendra dessus parce que c'est un mandat, une fonction. Je ne le dis pas parce que je l'ai occupé, mais une fonction qui est souvent un peu vécue avec commisération, alors que c'est celle qui fait tourner la boutique, ou pas. Qui faisait tourner la boutique. Voilà, c'est une fonction extrêmement importante. Donc tu as une longue histoire électorale et militante dans ce département qui t'est toujours cher, et dans cette ville à laquelle tu tiens beaucoup. Mais je voudrais qu'on commence par une question en fait assez simple et assez personnelle. Qu'est-ce qui fait que tu adhères au Parti socialiste? À quel moment tu y adhères précisément? Quelles sont les circonstances? Est-ce qu'il y a, comme certains, une histoire familiale derrière, en rupture ou en continuité? Parce que dans cette génération qui a fait le Parti socialiste des années 70 et 80, il y a beaucoup de ruptures et il y a quelques continuités. Mais il y a aussi quelques ruptures avec le milieu familial. Donc, est-ce que tu peux nous retracer brièvement, simplement, ton entrée en socialisme, j'allais dire? Simplement, oui. Il n'y a pas d'engagement, il n'y avait pas d'engagement politique dans ma famille, ni du côté de mon père, ni du côté de ma mère. Mais il y avait des valeurs telles que je ne pouvais pas tomber autre part que dans un bain de gauche. Mon père est issu d'une famille juive polonaise qui a été décimée à Auschwitz. Il était le seul survivant. Ma mère d'une famille d'immigrés polonaises. Mon grand-père était venu travailler dans les mines dans les années 30. Donc un milieu d'origine ouvrière et une famille dans laquelle les valeurs avaient une très très grande importance. On était 6 enfants, 8 à table. Il y avait toujours 9 couverts à table, toujours. Parce que mon père amenait toujours un sans domicile fixe ou quelqu'un du voisinage qui n'aurait pas mangé s'il n'avait pas mangé avec nous le midi, déjeuner avec nous le midi. Mes parents étaient, mon père était artisan, ils avaient une voiture. J'ai le souvenir que tous les hivers, quand il faisait froid, ils allaient ouvrir la voiture le soir pour que les SDF puissent dormir dedans. C'est inimaginable de penser ça aujourd'hui, mais une culture sociale. Et donc, quand on baigne dans ce bain-là, le seul chemin, c'est la gauche. Quelle gauche? À l'époque, on était donc j'ai vécu 68 en étant au lycée. J'étais plutôt gauchiste. J'ai même eu ma carte à Lutte ouvrière à un moment où j'avais un surnom, comme tous les militants de Lutte ouvrière. On m'appelait Ernest. Je rencontre quelquefois des vieux amis qui m'appellent par ce surnom. Et puis est venu le nouveau Parti socialiste, l'Union de la gauche, programmé, François Mitterrand, et j'ai hésité. Je suis allé voir Georges Marchais, qui faisait un meeting à Lille, et puis je suis allé voir François Mitterrand, et j'ai pris ma carte au Parti socialiste pour la campagne présidentielle de 1974. Et c'est mes premières armes militantes. 1974, j'ai fait la campagne de François Mitterrand. Donc c'est tes premières armes militantes. Donc tu adhères en réalité au moment où le Parti socialiste reprend des couleurs, c'est-à-dire après les législatives de 73, dans cette élection présidentielle de 74 qui sera vécue comme une défaite pleine de promesses ou des promesses non abouties. Ça dépend de quel côté on se place. Oui, un chemin qu'on ouvrait. Aujourd'hui, on dit 74 amène 81.
La réécriture est un peu aisée, non? Oui. En 1974, la défaite est rude. Oui, elle est d'autant plus rude que c'est Giscard qui est élu, que Giscard est un président d'un genre nouveau, une nouvelle figure politique, et beaucoup pensent qu'il est là pour longtemps. À l'époque, c'était le septennat, il était renouvelable autant de temps qu'on voulait, et on voyait Giscard, le plus jeune président français, rester là très longtemps, dans sa modernité, dans sa proximité feinte, puisqu'il allait manger chez l'habitant. Et puis le Parti socialiste a travaillé, continué à travailler, à réfléchir. Moi, j'ai le souvenir de réunions d'assemblée générale sur nos conventions thématiques qui étaient passionnantes, exaltantes à l'époque, jusqu'à ce formidable moment du 10 mai 1981 où j'ai eu la chance de participer de très très près à la campagne présidentielle, puisque François Mitterrand choisit Pierre Mauroy, qui avait été son adversaire au congrès précédent, congrès de Metz, au sein du parti. Il le choisit comme porte-parole. Et moi, j'étais depuis 2 ans le directeur de cabinet de Pierre Mauroy à Lille. Revenons un peu en arrière. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'en 1974, un jeune militant qui n'est pas introduit dans les cercles socialistes, dans cette ville de Lille qui dirigée par Pierre Mauroy, avant lui Laurent, Augustin Laurent, voilà, oui. Augustin Laurent, bref, des figures du socialisme. Comment un jeune militant comme Bernard Roman se retrouve 5 ans après directeur de cabinet de Pierre Mauroy, qui va devenir non seulement le porte-parole de la campagne, mais ensuite le Premier ministre d'un président socialiste sous la Ve République. Premier ministre d'Union de la gauche. Et d'Union de la gauche. 5 ans, c'est à la fois très long quand on les vit, mais ça passe très vite. Comment ça se passe, cette intégration dans le tissu socialiste lillois? Alors c'est vraiment le miracle d'une rencontre, le secret d'une rencontre avec Pierre Mauroy, parce que Pierre Mauroy prend un risque énorme quand un jour il m'appelle dans une convention fédérale. Il était à la tribune, il me fait signe au début de la convention et il me dit je sais que tu termines tes études, j'étais en doctorat à l'université, sciences politiques. Il dit je sais que tu termines tes études, j'aimerais bien que tu viennes travailler avec moi. Et je lui réponds stoïque, innocent et Pierre, je ne ferai jamais de la politique mon métier. Bon, on s'en tient là. J'étais un militant acharné contre les vieilles habitudes, le cumul des mandats. Donc, je ne manquais pas d'épingler Pierre Mauroy, Bernard de Rosier, dans la façon dont ils cumulaient les différents mandats et dans les assemblées générales. Mais c'était le jeu militant à l'époque et le débat, le vrai débat qui existait au sein du parti, où on osait se dire les choses et on ne les disait pas les uns derrière les autres, on se les disait en face et on avait des vrais débats qu'on tranchait. Et après, boire une chope de bière. Bien entendu. Après, il y avait toujours le pot de l'amitié et on buvait toujours ensemble le pot de l'amitié, mais on pouvait se dire les choses. Et à la fin de cette même réunion, Pierre Mauroy, rejoint par Michel Delbarre à la tribune de cette convention, il me réappelle et à côté de Michel Delbarre, il me dit Bernard, Michel Delbarre est mon directeur de cabinet à la ville et à la région, c'est trop. Je te propose de devenir mon directeur de cabinet. On te propose de devenir mon directeur de cabinet à la ville de Lille, à la mairie de Lille. Et moi, je suis tombé de ma chaise parce que je n'avais aucune expérience professionnelle, je n'étais qu'un militant, et je me suis toujours dit qu'il avait pris un risque énorme en me faisant cette proposition. Bon, bref, je suis devenu son directeur de cabinet. Tu t'avais repéré et fait regarder, j'imagine, dans les différentes sections ou au feeling peut-être. Bon, au congrès de Metz, c'était un congrès difficile à Lille parce que du côté de la motion majoritaire, celle de François Mitterrand, son représentant à Lille était Augustin Laurent. Et donc, Pierre Mauroy était opposé à Augustin Laurent. Pierre Mauroy ne pouvait pas aller dans les réunions de section pour s'opposer à Augustin Laurent. Donc, il m'a demandé de le faire. Et je crois que ça a été pour lui un test, ça a été une occasion de me tester. Mais moi, je n'avais absolument pas dans l'idée ni de faire une carrière politique, ni de... Je me vouais à l'enseignement, à la recherche. Bon, c'est un accident heureux, puisque je n'ai rien à regretter de tout ce que j'ai fait, ce que Pierre Mauroy m'a permis de faire, de découvrir.
Mais bon, ça nous a conduit, effectivement. Pierre Mauroy me prend comme directeur de cabinet à la mairie de Lille. Il est désigné porte-parole de François Mitterrand. Je fais la campagne et je suis chargé par Pierre Mauroy et François Mitterrand, à l'époque, de m'occuper de la cellule courrier de la campagne présidentielle. Donc, je réunissais toutes les semaines 10, 20, 30, 40, puis 50 personnes qui étaient des collaborateurs, des amis, des conseillers d'État, à qui je répartissais les courriers qui arrivaient, des milliers de lettres, et on répondait à tout ça. Et qui m'a fait très peur, c'est que on signait ces lettres à la place de François Mitterrand ou de Pierre Mauroy, et qu'il fallait faire attention parce qu'on répondait. On répondait. C'était une réponse officielle, donc oui, ça engageait. Voilà, un candidat officiel pouvait ressortir la lettre après en disant « mais vous vous êtes engagé, regardez, même si les réseaux sociaux n'existaient pas, les écrits existaient. » Donc voilà, et puis j'ai suivi Pierre Mauroy dans bien des meetings. Alors, je reviens, excuse-moi, dans ces années 70, tu as évoqué le congrès de Metz. Il y a quelques années avant, 2 ans avant, le congrès de Nantes, qui marque l'histoire un moment aussi fort du Parti socialiste à cette époque. Mais qu'est-ce qui fait que toi, qui étais, d'après ce que tu dis, si attaché à l'union de la gauche, qui venait finalement d'une partie de cette gauche un peu passée par les différentes églises du gauchisme à l'époque, que tu adhères, et non pas seulement au parti, mais à un courant finalement réformiste, certes avec une figure incarnant la terre ouvrière et cette histoire-là, les mineurs, etc., évidemment avec ton papa, mais finalement, pourquoi ne vas-tu pas au CRS, qui a été très union de la gauche, qui l'affirmait, issu souvent d'ailleurs de gens qui avaient à un moment ou à un autre été dans ces mouvements de jeunesse un peu à la gauche du Parti socialiste, mais aussi à la gauche du Parti communiste, refusant cette alternative. Qu'est-ce qui fait que tu arrives dans un courant finalement, j'allais dire presque traditionnaliste presque du Parti socialiste? Parce que je me sens socialiste du Nord. Et que le Nord est vraiment une terre. Alors explique-nous ça, socialisme du Nord. Qu'est-ce qui distingue du socialisme, allez, je vais être un peu taquin, de Seine-et-Marne où j'étais? Le socialisme du Nord a des racines très très profondes. C'est la terre où Paul Lafargue, le gendre de Karl Marx, a milité à la fin du 19e. C'est la terre où est né le Parti ouvrier français, qui est l'ancêtre du Parti socialiste. C'est la terre où a eu lieu le débat entre Gued et Jaurès. Et cette synthèse entre le guédisme et Jaurès est quelque chose que symbolisait parfaitement Pierre Mauroy. L'organisation, la structure très rigide et l'humanisme qui se marient pour dessiner ce destin. Et moi, je ne me sentais absolument pas capable de sortir de cette synthèse, finalement, que représentait bien Pierre Mauroy. Le socialisme du Nord est un socialisme qui est profondément ancré et qui est multidimensionnel, multiforme. On parlait souvent avec Pierre Mauroy parce que on a récupéré dans un premier temps ces locaux qui étaient les anciens locaux des coopératives ouvrières à Lille et à qui a succédé la SFIO. Mais ces coopératives ouvrières, c'est une très belle histoire. Et ça explique aussi la place de la culture dans l'engagement de Pierre Mauroy. C'est des gens qui se sont mis ensemble parce que les ouvriers étaient payés à la semaine. Et donc, quand ils voulaient acheter leur pain, ils ne pouvaient pas le payer au jour le jour. Ils payaient le samedi, quand ils avaient leur paye, le samedi soir. Et donc, ils ont créé une coopérative ouvrière, une boulangerie coopérative. Les ouvriers venaient chercher leur pain toute la semaine et le samedi soir, avec leur paye, ils venaient payer. Puis ensuite, ça marchait bien. Ils ont créé une épicerie coopérative. Et l'épicerie coopérative a bien fonctionné. Et puis, ils se sont dit, mais les ouvriers, ils ont aussi le droit au beau. Et ils ont créé un théâtre coopératif, un magnifique théâtre italien que les ouvriers de la coopérative ont construit eux-mêmes. Tout ça parce qu'ils disaient, les ouvriers, ils ont droit au pain, ils ont droit de manger,
et il faut les aider, mais ils ont aussi droit au spectacle, au beau, à l'art. Et Pierre Mauroy était vraiment empreint de cette histoire. C'était l'héritier de cette histoire. Y compris avec les fédérations Léo Lagrange, etc. Alors ça explique aussi cette partie. Ça explique la fédération Léo Lagrange, ça explique aussi que Pierre Mauroy était le premier ministre qui a permis à Jack Lang d'obtenir les budgets de la culture qui ont été doublés sous le premier septennat de François Mitterrand par rapport à ce qu'ils étaient avant. Et pourtant, on a eu des grands ministres de la culture. C'est aussi ce qui explique que lorsque l'orchestre qui s'appelait l'orchestre de l'ORTF à Lille, celui de Jean-Claude Casatsu, devait mettre la clé sous la porte, Pierre Mauroy, qui était le président de l'établissement public régional, qui est devenu la région quelques années après, a dit non, il ne mourra pas. On va le reprendre, ça va devenir l'orchestre régional, puis il est devenu après orchestre national, mais c'est un des plus grands orchestres européens aujourd'hui, et c'est grâce à Pierre Mauroy. Et donc, je dis cette dimension culturelle, mais je pourrais redire toutes les dimensions sociales aussi de Pierre Mauroy, qui a été un maire extraordinaire, quoi. Si Lille est restée une grande ville de gauche avant les mutations sociales et sociétales qu'on connaît aujourd'hui, c'est parce que Pierre Mauroy, quand il est devenu maire, a dit je veux construire 10 000 logements sociaux par an à Lille pendant mon mandat. Et donc, il a fait construire des logements sociaux en plein cœur de Lille. Quand vous allez sur la grande place de Lille aujourd'hui, vous avez l'immeuble de l'Orchestre national de Lille, et au-dessus de cet immeuble, il y a 150 logements qui sont des logements HLM, en plein cœur de Lille, là où le foncier est le plus cher dans cette ville. Et ça, c'est un héritage de Pierre Mauroy. 79, tu deviens donc, à ta grande surprise, presque un peu à ton effroi, j'allais dire, directeur de cabinet. Ma grande fierté, du maire de Lille. C'était une fierté. Bien sûr, j'imagine une fierté, mais oui. Quand tu arrives, j'imagine, le premier jour dans ton bureau, oui. Disons que tu ne devais pas faire le malin, quoi. Non. Surtout avec Pierre Mauroy, comme oui, tu dis, était quand même une figure du parti. Voilà, c'était l'ancien numéro 2, je dis l'ancien parce que au congrès de Metz, il rejoint la minorité avec Michel Rocard. Tu fais la campagne de 81. Et il y a les élections municipales de 83. Oui. Je voudrais qu'on s'arrête juste un peu dessus. 83, les municipales pour la gauche en général sont extrêmement mauvaises. On perd un paquet de villes colossal. À Lille aussi, c'est compliqué, les élections municipales de 83. Et c'est l'année où toi, en quelque sorte, tu romps avec l'engagement. En tous les cas, l'affirmation que tu avais faite à Pierre Mauroy, où tu ne seras jamais élu, où tu ne veux pas faire de carrière politique. Puisque 83, tu passes de l'autre côté du miroir, en quelque sorte. Et tu deviens élu et tout de suite adjoint, d'ailleurs, au maire. Alors, comment ça se passe? Oui, c'est même un petit peu plus complexe que ça, mais c'est une histoire qui m'avait échappé. Pas tout à fait échappé, parce que c'était un moment important de ma vie politique à côté de Pierre Mauroy. Pierre Mauroy est à Matignon. Les municipales se passent mal en France, mal dans le Nord. Pierre Mauroy ne peut pas faire la campagne municipale, il est Premier ministre. Et donc il ne peut pas être, y compris 3 jours par semaine à Lille. La situation est difficile, on a engagé le tournant de la rigueur, on est dans une phase de situation économique et sociale compliquée, il est pris et il me demande de diriger la campagne municipale à Lille. Moi, je n'étais que directeur de cabinet, je n'étais pas élu. Il y a une liste, ça j'aimerais qu'on y revienne ensuite, il y a une liste Pierre Mauroy, sur laquelle il y a des socialistes, mais qui va jusqu'au centre droit. Il y a une liste communiste, et il y a une liste de droite, une liste d'extrême droite qui est marginale à l'époque. Et tout l'objectif est d'être le plus haut possible au premier tour, comme dans toutes les élections locales, mais sans l'accord de deuxième tour entre la liste de Pierre Mauroy et les communistes, il n'y a pas de victoire possible. Au premier tour, on perd Roubaix et Tourcoing, les 2 autres grandes villes de la métropole, et je suis seul à négocier, puisque Pierre Mauroy est complètement pris à Paris, je suis seul à négocier l'accord entre les 2 tours. Et négocier un accord entre 2 listes dont certains membres de la liste de Pierre Mauroy sont du centre droit, avec des communistes,
C'est facile. C'était loin d'être facile. Mais on y est parvenu et on a gagné ces élections municipales à 52-53%. J'étais conseiller municipal. Et là encore, à ma grande surprise, Pierre Mauroy revient à Lille le lundi, il me reçoit et il me dit « Je veux que tu sois adjoint ». Et moi, j'étais très, très surpris et il dit « Je veux que tu sois à la communauté urbaine, représentant de la ville de Lille et vice-président de la communauté urbaine ». C'est lui qui a fait ma carrière, quoi. Hein. Ouais. Alors, certains diront que je l'ai mérité, mais moi, je ne le crois pas parce qu'à cette époque, je n'avais rien mérité du tout, sinon avoir dirigé la campagne. Et donc, j'ai choisi d'être adjoint à l'action sociale à Lille et vice-président à l'urbanisme à la communauté urbaine. Et qui jouera un petit rôle quand même dans la redéfinition de la construction urbaine de Lille et de ce qui deviendra par la suite la métropole. Parce que alors ça, oui. Un peu plus tard, mais c'est 89, un gros chantier de Pierre. 89, où là, avec ma casquette de premier secrétaire de la fédération et de vice-président de la communauté urbaine, je dis à Pierre, ça ne peut pas durer comme ça, il faut que tu prennes la présidence de la communauté urbaine. Et c'était Arthur Notbar, un militant socialiste exceptionnel. Grande figure du Nord. Grande figure, un ancien représentant vin qui était le président de la communauté urbaine, mais qui avait une vision très... comment dire, addition de village de la communauté urbaine. Et il fallait donner une grande ambition à cette métropole. Et on a mené cette négociation avec les différents groupes. Et Pierre Mauroy a été élu président de la communauté urbaine en 1989. Oui. Je voudrais revenir. D'ailleurs, il a été assez précurseur sur ce que deviendront plus tard. D'abord les agglos avec la loi Chevènement, puis les métropoles. Totalement. Aujourd'hui, et très partie prenante. À Lille a été très en avance sur son temps sur cette question intercommunale et intégration communautaire. Tout à fait. Ouais. Tu as dit d'un mot quelque chose d'extrêmement important sur le paysage politique lillois. Oui. Et la capacité qu'avait Pierre Mauroy, évidemment tout en restant fidèle aux valeurs qui étaient les siennes, au parti qui était le sien, mais d'aller chercher loin, en quelque sorte. Parce qu'il y a, tout à l'heure, tu nous as fait une définition du socialisme du Nord, mais il y a une autre famille politique extrêmement présente dans le Nord. Il y a bien sûr les communistes, mais il y a aussi cette filiale de la démocratie chrétienne. Les démocrates chrétiens. Ou social-démocrates. Oui. Voilà. Et donc, Lille, ça se gagnait aussi par cette capacité... à amalgamer ces familles politiques. Et Pierre Mauroy, c'est un paradoxe de ce point de vue-là. Et moi, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié chez lui. C'est cette capacité à faire converger les énergies au-delà de prise de position partisane, pas au-delà de conviction. Hein, Pierre Mauroy me disait toujours... Il ne faut pas confondre les hommes de conviction et les hommes de certitude. Moi, je suis un homme de conviction. Sois-le aussi, me disait-il, quand il me trouvait un peu trop sectaire. Raide. Oui, un petit peu trop raide. Pierre Mauroy était, on a parlé de Lille, du centre droit au Parti communiste, et pas des gens du Parti communiste qui étaient... Alain Bocquet a été adjoint au maire de Lille, hein. Il faut s'en souvenir. Donc Alain Bocquet, c'était pas un mou, quoi. Hein, c'était un vrai communiste, quoi. Et les relations entre Alain Bocquet et Pierre Mauroy ont toujours été exceptionnelles, humainement. Mais c'était cette filiation communiste où quand tu signes un accord, tu as signé un accord. Ah, ça c'est clair. Alain Bocquet, c'est clair. On discutait, on était d'accord, on n'était pas d'accord. Voilà. Mais à la communauté urbaine, il a fait mieux, Pierre Mauroy. Parce que Pierre Mauroy, il avait dans son exécutif le RPR, à l'époque, les centristes, il n'y avait pas de Verts à la communauté urbaine, les socialistes, bien entendu, et les communistes. Ça veut dire qu'on avait un exécutif à la communauté urbaine qui était, mais sans aucun marchandage, qui représentait l'ensemble des élus et donc l'ensemble des citoyens qui avaient voté sur les 87 communes de la communauté urbaine de Lille. Et celui qu'on présentait comme le Premier ministre de l'Union de la gauche, un peu sectaire, un peu mammouth au niveau national,
était un homme, mais il a toujours gardé cette image et le souvenir qu'en ont les habitants de la métropole et celui-là aujourd'hui, d'un homme qui savait rassembler les forces politiques pour la communauté urbaine, mais pas seulement. Pierre Mauroy était le premier maire de Lille depuis la Libération à nouer des relations avec le président de la Chambre de commerce. Et donc, il y avait là, lorsque le débat sur le passage du TGV à Lille, du TGV Nord à Lille, qui ne devait pas passer à Lille au départ, a été engagé, que la bataille a été conduite, Pierre Mauroy a su rassembler toutes les forces politiques, économiques et sociales de Lille et de la métropole pour mener cette bataille. Et donc, c'était un paradoxe, cet homme qui savait, qui avait cette image au niveau national, était un homme de consensus, sans rien renier de ses convictions au niveau local. Pour le bien de son territoire. Pour le bien de son territoire. Pour le bien public, toujours. Toujours. Tout à l'heure, tu as fait référence, je voudrais y faire une petite incise avant de revenir sur ce socialisme du Nord qui a connu quand même bien des vicissitudes, en tous les cas des moments difficiles électoralement. Tout à l'heure, tu as fait référence à ton rôle comme premier fédéral. La Fédération du Nord, c'est ce que l'on appelait la SFIO, du temps de la SFIO, les Bouches du Nord. Les Bouches du Rhône qui maîtrisent avec Gaston, et puis le Nord avec Pierre ou les proches de Pierre. Et que finalement, si tu avais ces deux fédérations, tu n'étais pas loin de contrôler l'ensemble du parti. Évidemment que tout ceci avait changé profondément avec le Parti socialiste d'Épinay, mais enfin bon, il reste des traces, quoi. La Fédération du Nord a toujours été une fédération extrêmement puissante. Or, c'est un moment, la fin des années 80, début des années 90, qui est un peu particulier, parce que c'est le début du second septennat de François Mitterrand. Tout le monde sait qu'il n'y aura pas de troisième. Et du coup, c'est la bataille pour l'héritage, en quelque sorte. Or, Pierre, lui, vit mal cette bataille entre les héritiers putatifs, oui, entre Lionel et Laurent. Comment ça s'est transcrit dans la Fédération du Nord? Parce que Pierre, lui aussi, est sur, non pas la fin de sa vie, mais sa vie politique est plus derrière lui qu'elle n'est devant lui au moment de ce que sera devenu le funeste congrès de Rennes. Donc comment dans le Nord, dans la Fédération du Nord, toi qui as une position un peu privilégiée en quelque sorte, comment ça se passe au-delà des images de la télé que l'on a tous et des batailles du niveau national, localement, quelles en sont les conséquences sur l'organisation qu'était le Parti socialiste dans le Nord? Oui, c'est une bonne question parce que ça m'oblige à me retourner sur ce qui s'est passé dans le Nord, parce que moi je vivais ce qui se passait au niveau national et ce qui se passait dans le Nord. Au niveau national, ça a été le déchirement du courant majoritaire du Parti socialiste entre Laurent Fabius et Lionel Jospin qui a conduit à l'affaiblissement global du Parti socialiste. Laurent Fabius qui se revendiquait l'héritier de François Mitterrand, héritier avant l'heure, puisqu'on avait commencé le dernier mandat, mais l'objectif du mandat suivant était dans les têtes, et Lionel Jospin qui ne lui reconnaissait pas le mérite de l'être. C'est là que s'est posée la question du poste de premier secrétaire. Moi, j'avoue que c'est l'un de mes grands désaccords avec Pierre Mauroy à l'époque, puisque dans notre courant, dans notre organisation interne, moi j'étais de ceux qui disaient que Pierre Mauroy ne devait pas prendre la tête du Parti socialiste. Là encore, on a débattu entre nous, il y avait Jean Le Garrec, il y avait Daniel Vaillant, il y avait les amis de Lionel Jospin, et finalement Pierre Mauroy décide d'être premier secrétaire du Parti socialiste, il pousse le vice, c'était pas le vice, mais il me dit, bon, puisqu'on a décidé, maintenant on avait décidé, la majorité, j'étais largement minoritaire, de faire une déclaration à l'AFP, et j'ai été chargé de porter la déclaration à l'AFP, comme si j'étais le messager de cette décision, alors que j'y étais opposé. Contre. Comment ? Alors que tu étais contre. Alors que j'étais contre, oui. Et les choses ont duré près de 4 ans, et c'est d'ailleurs à moi que Pierre Mauroy a demandé d'annoncer à la réunion du courant majoritaire autour de Pierre Mauroy 3 ans et demi plus tard,
qu'il laissait sa place. Et donc, la boucle était bouclée, là. Et donc, c'était très, très difficile avec le congrès de Rennes. Très, très difficile. Une période très difficile où on a eu le sentiment qu'on n'avançait plus pour les idées, on n'avançait plus pour la France, on n'avançait plus pour faire gagner nos idées, mais on avançait pour régler des comptes entre nous à l'intérieur du Parti socialiste. Et on a su préserver le Nord de tout ça. Pas au niveau électoral, parce qu'on a payé, On va y revenir. on a payé le prix de tout ça aux élections cantonales, aux élections régionales de 92, aux élections législatives de 93. Mais le parti, on a su le préserver. Pourquoi ? Parce que je pense que le socialisme du Nord est solide. Il est... moi, j'étais premier secrétaire. J'avais l'impression quelquefois que j'avais une armée à ma disposition et que quand on donnait un ordre ou quand on disait que la fédération allait se mettre en branle pour faire quelque chose, il y avait des militants qui, sans aucune arrière-pensée, sans vouloir quoi que ce soit, étaient là pour leur engagement, pour leurs idées, et faisaient les choses. Moi, j'étais chaque soir de vote pour les congrès, pour les élections, j'étais sidéré de voir 450 communes, un peu plus de 400 communes dans le Nord, un peu plus de 200 sections, mais des petites communes de 3-4, de quelques dizaines d'habitants, donc presque une commune sur deux avait sa section, et on disait, voilà, vous nous envoyez par mail ou par téléphone vos résultats, et à 10 heures, on avait les résultats de 195 sections. Les 5 qui n'avaient pas donné leurs résultats étaient considérés comme des parias, quoi, le lendemain au Congrès fédéral. Et donc, quand François Mitterrand décide sa candidature, d'être de nouveau candidat en 1988, on avait préparé des jeux de cartes postales à double volet. Donc on avait payé très cher avec la tête de François Mitterrand et un coupon de réponse, de renvoi pour faire un fichier, un sympathisant de la campagne tout de suite. Et on avait préparé donc 600 000 cartes postales. S'il avait décidé de ne pas être candidat, ça partait au pilon. Et le jour où il a décidé d'être candidat, on a fait un télégramme à l'ensemble des secrétaires de section pour que ce soit distribué dans les 2 jours, dans les 48 heures. Parce que il fallait rebondir immédiatement sur le moment. Et on a eu des milliers et des milliers de retours qui nous a permis de faire un fichier sympathisant qu'on a utilisé pendant toute la campagne. Mais avoir des milliers et des milliers de militants qui sont prêts à s'engager comme ça pour une cause commune, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis les militants du Nord, mais même les responsables des différents courants, savaient que l'intérêt collectif dépassait le combat même de leur courant, quoi. Il est arrivé que on est dans le Nord des directions fédérales faites avec les minoritaires, alors qu'ils en étaient exclus au niveau national. Parce que il y avait la nécessité, moi j'ai toujours essayé... L'intérêt de la fédération primait, quoi. D'avoir le CRS dans le secrétariat fédéral, toujours. Bon, et c'était important. Et donc, oui, c'était des temps heureux par rapport à ce qu'on a vécu après. 92-93 sont des années compliquées pour le Parti socialiste, mais j'allais dire presque particulièrement dans le Nord, parce que justement, il y a cet ancrage historique. 92, les départementales, les régionales. Alors, petite incise, c'est la première et la seule fois d'ailleurs où il y a eu une présidente de région verte, Marie-Christine Blandin, qui devient présidente de région en 1992. Et après, il y a les cruelles défaites de 1993. Mais ces régionales de 92, justement, où finalement la gauche, et notamment le Parti socialiste, pour conserver la région, doit passer sous les fourches caudines des Verts, sans faire évidemment de parallèle avec l'actualité immédiate, mais puisqu'il n'y a pas de région présidée par un Vert, ça n'aura échappé à personne. Comment s'est vécu ce moment dans le Nord, Pas-de-Calais, à l'époque, Nord Pas-de-Calais, c'est pas la région des Hauts-de-France, ça viendra bien plus tard.
Comment ça se passe? Comment c'est vécu par les responsables politiques, au-delà des militants du Nord? Alors, les responsables politiques, c'est nous, c'est les 2 premiers secrétaires des fédérations, Daniel Percheron pour le Pas-de-Calais et moi-même, et notre tête de liste aux élections régionales, Michel Delbar à l'époque. Les socialistes font un score correct, ils sont en tête, ils n'ont pas la majorité. Avec les communistes, ils n'ont pas la majorité. Et il y a 2 groupes qui peuvent être des groupes pivots. Jean-Louis Borloo, qui se revendique de la majorité présidentielle à l'époque, mais qui en fait refuse tout accord si ce n'est pas lui qui est en tête de liste. Et puis Marie-Christine Blandin, à la tête des Verts. Et donc c'est à la fois un jeu tactique, mais en même temps, pour moi, je le pense, dans le Nord, la naissance d'une écologie politique de gauche. Car et Daniel Percheron et moi-même, on se retrouve au beau milieu de la nuit à se dire mais quel est le groupe pivot sur lequel on se retrouve le mieux idéologiquement? Et c'était naturellement Marie-Christine Blandin, dont les engagements à gauche n'étaient pas contestables. Ce qui n'est pas le cas de tous les Verts. En France à l'époque, en France aujourd'hui. À l'époque, Marie-Christine Blandin est délibérément une militante écologiste, progressiste de gauche. Et elle entraîne dans son sillage la liste verte. Et donc, le seul moyen tactiquement de trouver cet accord, c'est de faire de Marie-Christine Blandin la présidente. Et nous le faisons, et je dois dire que le mandat s'est particulièrement bien passé. C'était la petite touche rose-verte oui, qui demeurait, c'était la seule. Oui, c'était la seule. Oui, la seule. Il y a peut-être le Limousin, peut-être, qui restait. Le Limousin, c'était Robert Savy, et il était socialiste. Vraiment, voilà, c'était les 2 petites taches roses et vertes qui demeuraient dans un océan bleu. Oui, mais c'était la seule présidente verte. Oui, Robert Savy dans le Limousin et le Nord-Pas-de-Calais. Et puis ensuite, il y a eu 92, pour dire quand même les choses, il y a eu derrière les États généraux du Parti socialiste qui ont été organisés par Michel Rocard. Et 93. 93. Oui, alors donc 93, là, le Parti socialiste, qui avait 12 députés dans le Nord, se retrouve avec 3 circonscriptions uniquement. Lesquelles? Rappelle lesquelles? Alors, celle de Bernard de Rosier, qui gagne de justesse, celle de Bernard Davoine dans la 5e circonscription, aux marges de Lille, qui va devenir ensuite celle de Martine Aubry, et celle de Christian Bataille, dans le sud du département, du côté de Cambrai. Ce sont les 3 circonscriptions qui restent socialistes. Pour dire les choses, nous sommes en juin 2021. Aujourd'hui, il y a 0 circonscription socialiste. Et pour dire encore mieux les choses, lorsque j'ai quitté la fédération en 1997, en 2000, en 97, lorsque je deviens député, pour me conformer aux règles du parti, ce qui n'est pas le cas de tout le temps, nous avions 14 députés socialistes. On est passé de 14 à 0. C'est terrible à vivre, mais ça montre aussi que... Sans parler des villes, le maillage des villes autour sans de parler, Lille, oui, ça c'est clair. Roubaix, Tourcoing, et quelques autres, oui. Bon, voilà, donc 93, et derrière on fait les États généraux, et les États généraux permettent dans le Nord, on a eu des États généraux magnifiques. Moi je me souviens de débats que j'ai perdus dans les États généraux en étant content de les perdre, parce que il y avait un foisonnement militant dans un débat formidable, parce que tout le monde était là, toutes les sections se sont senties représentées. Je me suis dit, si ça continue à vivre comme ça derrière la défaite, on va se relever. Et on s'est relevé, effectivement, avec ce qui est arrivé en 97.
Alors, 93, 97, au milieu, il y a des municipales qui sont un peu particulières à Lille quand même. Oui. Parce que c'est à la fois la dernière fois que Pierre y va. Oui. 95. Oui, c'est la dernière fois où Pierre y va. Il y a une nouvelle arrivante qui va par la suite devenir maire de Lille. Mais c'est surtout pour toi le moment où tu te prépares en réalité à devenir candidat aux législatives en 97. Bah, en Donc, fait, comment ça doit être particulier quand même. C'est ce moment où à la fois ton mentor Pierre Bourrois est là, toujours là, et toi tu vas arriver. Je ne voudrais pas te rappeler la phrase de 79 à laquelle tu faisais référence tout à l'heure, où tu disais que tu ne ferais pas carrière politique, mais tu vas arriver finalement à un des mandats les plus, sinon le plus beau, en tous les cas, un mandat extrêmement important de la République, celui de devenir législateur, législateur et contrôleur du gouvernement. C'est pas rien quand même pour un minot de 79 qui ne voulait pas devenir directeur de cabinet du maire de Lille. En fait, c'est pas aussi simple que ça. Je vais répondre sur les deux aspects. Parce qu'il s'est dit beaucoup de choses sur 93, catastrophe. Moi, je suis candidat aux législatives. Je perds. Je ne perds pas à Lille, parce que la circonscription a été modifiée. À Lille, je suis majoritaire de 500 voix, et a été ajoutée une commune, Fâche-Tuménil, dans laquelle je perds de 1000 voix. Et donc, je ne perds pas à Lille, mais je perds la circonscription de 500 voix, et je perds la circonscription qui avait été celle de Pierre Mauroy. Perdre la circonscription, qui est la circonscription phare de la ville de Lille, c'est compliqué. 94, on oublie les élections européennes, la débâcle du Parti socialiste. Et donc, on est, en préparant 95, dans une situation vraiment très incertaine. Et c'est là, je ne rentre pas dans le détail des choses, que Pierre Mauroy pense à faire venir Martine Aubry à Lille. Je le dis, il n'aurait pas pu prendre cette décision si j'avais été en désaccord. J'étais le premier secrétaire de la fédération. Et donc, nous prenons cette décision ensemble. Il me l'a fait partager. Et je donne mon accord à la venue de Martine Aubry à Lille. Mais comme j'avais été candidat en 93 battu, moi j'ai continué mon travail dans la circonscription. Et 97, je me prépare à cette bataille législative. Que je gagne en 1997 et je deviens effectivement député de la première circonscription, l'ancienne de Roger Salengro, de Pierre Mauroy, et Martine Aubry est devenue première adjointe au maire de Lille et elle se prépare à succéder à Pierre Mauroy en 2001, aux élections municipales d'après. Mais comme j'ai lu beaucoup de choses qu'on a entretenues d'ailleurs sur le fait que je me serais opposé à ça, non, je ne me serais pas opposé. Je me suis même battu pour que les choses puissent se faire. Non, ça ne se passe pas bien. C'est pas facile, c'est jamais facile. Non, mais que ça se passe le mieux possible. Oui, oui. Dans ton rôle de premier fédéral, Voilà. Premier fédéral et un peu le patron des socialistes lillois derrière Pierre Mauroy. Voilà. Alors, premier fédéral d'ailleurs, parce que 97, il y a certes j'allais dire quasiment la divine surprise, non pas de la victoire, parce qu'à la limite vous pensiez qu'elle pouvait arriver en 98, mais de la dissolution, où en fait celles et ceux qui sont pris de vitesse, ce sont ceux-là même qui ont provoqué la dissolution, et pas le Parti socialiste. Mais il y a une novation en 97, c'est cette règle qu'a instituée Lionel Jospin, des quotas de 30% pour les femmes, et qui deviendra ensuite la loi sur la parité de 2000. Comment ça se passe dans la Fédération du Nord, cette arrivée de camarades 2 à qui doivent être réservées un certain nombre de circonscriptions, parce que aujourd'hui, dans un temps pas si lointain, c'était finalement devenu une chose courante, c'était pas toujours facile, mais on y arrivait, etc. En 96, au moment où les désignations ont dû être préparées, ça n'a pas dû être si simple que ça, surtout dans une fédé comme le Nord, comme ça n'a pas dû être si simple que ça. Non, mais je crois que c'était compliqué partout, parce que le monde politique était sans doute plus machiste que la société tout entière, et donc il a fallu faire preuve, là encore, de persuasion, de pédagogie, de débat, de discussion, quelquefois dans des couples,
l'homme qui se préparait depuis des années laisse la place à son épouse, qui était elle aussi militante. Et oui, militante comme lui, mais ça faisait pas partie de son... qui militait pour son mari et qui se retrouve voir son mari militer pour elle. Je pense à une circonscription en particulier que tu connais bien. Bon, non, c'était difficile, mais c'était salutaire, c'était bien de faire ce premier pas. Puis derrière, il y a eu les votes qui sont intervenus. Moi, j'ai eu la chance d'être rapporteur du texte sur l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats et aux fonctions. Loi 2000. Oui, et c'était un très beau texte. Je me souviens que le collectif de femmes avec Yvette Roudy était venu me voir en me disant: comme tu es un homme, tu vas rapporter ce texte et il n'y a plus de chance de passer. C'était un bel exercice parlementaire. Et donc, on a avancé. Les choses sont vraiment en train de se normaliser de ce point de vue-là sur l'égal accès. Si bien que maintenant, il y en a même qui sont condamnés parce qu'ils ont trop de femmes. Oui, exactement. Moi, j'ai des souvenirs de commissions électorales où on s'est arrêté dans nos travaux en me disant: merde, on a trop de femmes, la parité, c'est dans les deux sens. Bon, il y a encore du boulot, mais je crois que c'est une très bonne chose. Et ça s'est relativement bien passé dans le Nord en 2017. Il y a aussi quelque chose d'intéressant à voir avant 2017, lorsque Lionel Jospin a repris. Avant 97. Avant 97, pardon. Parce que 2017, c'est Lionel Jospin notre histoire. A repris la responsabilité du premier secrétaire du parti. C'est qu'il est venu faire, pendant les élections législatives, une tournée dans le Nord, à notre demande. Donc on a fait 4-5 circonscriptions, on a passé la journée avec lui. Et on l'a piégé le soir, on lui a dit qu'on faisait un pot avec tous les parlementaires du Nord chez moi, mon domicile. On avait bien préparé les choses. Et puis on l'a tarabusté pour qu'il reprenne la place de premier secrétaire, parce qu'on avait besoin de lui pour conduire. On sentait bien que c'était avec lui qu'on allait poursuivre le travail. Le combat. Et donc... je ne sais pas si c'était là qu'il a pris sa décision, mais il a bien compris que la Fédération du Nord et tous les parlementaires du Nord, toutes sensibilités confondues, lui demandaient de... Et comme il connaissait son parti, oui, il connaissait savait ce que ça voulait dire. Alors, je voudrais qu'on termine quand même par... parce que ce n'est pas rien, c'est une tranche de vie quand même... 4 mandats parlementaires. Oui, près de 20 ans, oui. 20 ans de parlementaire. Un peu moins de 20 ans, puisque je suis parti la dernière année. Pour d'autres horizons professionnels qui sont toujours aujourd'hui les tiens en cours de mandat. Et tu as donc vécu un certain nombre d'évolutions, et je voudrais qu'on revienne là-dessus, et tu y as joué un rôle dans au moins une partie de ces évolutions. Tu as vécu d'abord la réforme constitutionnelle, 2007, et qui rentre en vigueur en 2008, réforme constitutionnelle contre laquelle s'est prononcé le Parti socialiste d'ailleurs, puisqu'elle ne passe qu'à une voix au Congrès de Versailles, notamment grâce à une voix d'un parlementaire socialiste. Pas que, mais... il l'a assumé, Jacques Lang. Jacques Lang. Et pourquoi je reviens dessus, c'est parce que cette réforme a été donc combattue, avec un certain nombre de raisons avancées, et pour autant, quand on regarde un certain nombre de points de cette réforme, je pense au fait que les textes débattus et amendés en commission soient ceux qui vont être débattus dans l'hémicycle, je pense aux niches parlementaires, bref, il y a un certain nombre d'évolutions du droit qui renforcent quand même la place du Parlement, et qui étaient des demandes que les socialistes eux-mêmes faisaient, surtout quand ils n'étaient pas dans la majorité, convenons-en. Donc, est-ce que toi, tu as vécu entre ces années parlementaires 97-2002, par exemple, et 2008-2012, puis 2012-2016, quelque chose de concret dans ces réformes constitutionnelles? Et puis, deuxième question, tu as été rapporteur sur la loi du quinquennat, on en parlait tout à l'heure. Tu disais toi-même sur la loi du quinquennat et de l'inversion, et moi je te reprenais en disant la loi du quinquennat et le rétablissement. Donc j'aimerais qu'on termine sur à la fois ta vision de l'évolution du travail parlementaire et peut-être ta vision de l'instauration du quinquennat et du calendrier électoral, et tu remarqueras la neutralité du propos. Je vais commencer par le quinquennat parce que la vie parlementaire en découle. Le quinquennat a été décidé à la demande de la gauche, des socialistes,
c'était dans nos programmes, comme d'ailleurs l'amélioration des droits du Parlement, a été décidée sous la cohabitation Chirac-Jospin. Et l'accord entre les deux têtes de l'exécutif, en période de cohabitation, a été trouvé sur ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'il faut dire rétablissement, tu as raison, le quinquennat sec. C'est-à-dire le quinquennat, l'organisation, la date de l'organisation des élections législatives qui suivent le quinquennat et rien d'autre. Ce qui, à l'origine, n'était pas vraiment le projet, d'ailleurs. Le projet socialiste allait évidemment bien plus loin que le seul quinquennat sec. Il allait notamment plus loin dans le sens de la réforme de 2007. Mais nous avons voté contre. Mais ça, c'est... Alors, quand on prend un petit peu de hauteur sur la vie politique, on se rend compte que la vie politique française est différente de celle de nos voisins européens, y compris de des social-démocraties qui nous entourent, puisque il est très très rare qu'on sache dépasser les frontières partisanes pour adhérer à tout ou partie de propositions que pourtant on pourrait partager même en les amendant. Et c'est un peu ce qui s'est passé en 2007 sur la réforme de 2008. Mais moi j'étais président de la commission des lois au moment de la réforme du quinquennat. Et à ce titre, on m'a demandé d'être le rapporteur non pas du texte constitutionnel sur le quinquennat, mais du texte sur les échéances électorales et les législatives rétablies. La mécanique. La mécanique. Je l'ai rapporté, c'était mon devoir. J'ai dit au Premier ministre, à l'époque, à Lionel Jospin, mais on ne peut pas en rester là. Il faut vraiment, même si je comprends l'accord entre les deux têtes de l'exécutif sur le quinquennat sec, il faut qu'on avance sur les droits du Parlement et on est réellement, on ne s'est jamais coulé officiellement dans le moule de la cinquième sur l'aspect d'absence de force parlementaire, et on est pour un régime parlementaire renforcé. Comment est-ce qu'on fait ? Et Lionel Jospin m'a dit, écoute, travaille-y comme président de la commission des lois et tu me feras un rapport. J'ai fait un rapport. On a écouté à l'époque beaucoup de constitutionnalistes. J'ai le souvenir de Guy Carcassonne, qui regrettait Guy Carcassonne, qui nous a apporté beaucoup. Et on a sorti un rapport qui faisait une trentaine de propositions pour une démocratie parlementaire renforcée dans le nouveau cadre du quinquennat. Et un certain nombre de ces propositions rejoignaient sur les droits de l'opposition, sur les niches, sur les textes, sur la discussion de la loi de finances. La loi de finances à l'Assemblée nationale mobilise 3 mois de travail à l'Assemblée nationale. Et un député communiste que j'adorais dans la commission que je présidais en 2000 disait tout le temps on discute pendant 3 mois, et à la sortie, si à l'entrée c'était une voiture, à la sortie on n'a modifié qu'un enjoliveur de roues. Est-ce que c'est vraiment la peine d'y passer 3 mois? Est-ce qu'on ne peut pas en faire plus en commission et moins en séance? Bref, il y avait un certain nombre de propositions. Alors, est-ce que la loi de 2007 et la réforme de 2008 a changé des choses? Oui. Et à mon avis, si on avait voulu ou si on le souhaitait encore de nouveau, il faut encore aller plus loin. Parce que les niches parlementaires, c'est formidable. Mais si les niches parlementaires sont telles que par un mécanisme de dépôt de 2000 amendements, on fait en sorte qu'aucune niche parlementaire ne puisse aboutir, c'est du semblant de niche parlementaire. Donc il faut aller plus loin sur les droits de l'opposition. C'est toujours compliqué d'aller loin sur les droits de l'opposition quand on est dans la majorité. Mais il faut toujours se dire qu'un jour on sera peut-être dans l'opposition. On sera sans doute d'ailleurs dans l'opposition. C'est même à espérer. Donc il faut aller plus loin. Après, est-ce que la réflexion doit être menée sur l'évolution même des institutions, une 6e République, et qui n'aurait rien à voir avec celle que préconise la France insoumise aujourd'hui, mais qui serait un travail sérieux dans une démocratie de représentation qui n'empêche pas de consulter le peuple régulièrement, mais qui reste une démocratie de représentation où les gens sont élus sans mandat impératif pour conduire les destinées de la nation, et où le moment de la sanction, c'est le moment de la réélection. Est-ce qu'il faut remettre en cause la durée du quinquennat? Moi, j'ai le souvenir de
Pierre Mauroy qui disait « mais vous avez tort, 5 ans, l'argument des socialistes c'était de dire ça permet au peuple de contrôler plus souvent, parce que 7 ans c'est trop long. Et donc si c'est 5 ans, on contrôle plus souvent le président de la République, certes. Mais Pierre Mauroy disait « mais 5 ans, ça veut dire qu'au bout d'un an, le président sera en campagne pour sa réélection, ou au bout d'un an, il laissera les autres faire leur campagne parce qu'il sera à son 2e quinquennat. » Et donc, on va, comme aux États-Unis, on va brouiller la mécanique. Et nous, on n'a pas, comme aux États-Unis, une démocratie parlementaire. Qui est très forte aux États-Unis. Oui, et donc, ce travail institutionnel doit être poursuivi. Doit être d'autant plus poursuivi que on est 2 jours après les élections territoriales, que l'abstention, il faut certes y trouver des réponses techniques, mais il y a des vraies réponses de fond à trouver sur la question de l'abstention dans notre pays. On est en train de ressembler aux États-Unis, on ne le dit pas assez, mais aux États-Unis, il n'y a jamais plus de 50% des gens qui votent. Et c'est un drame pour une démocratie comme la nôtre, qui est un modèle de démocratie au monde quand même. Donc, réfléchir à l'évolution des institutions est quelque chose d'indispensable. Moi, je pense que le référendum est quelque chose d'intéressant, qu'il faut manier avec prudence, toujours, parce qu'il faut que les gens répondent effectivement à la question qu'on leur pose, que la consultation directe du peuple est aussi quelque chose d'intéressant, mais qu'il faut que dans une démocratie de représentation, le régime parlementaire soit fort et puisse faire contrepoids au régime exécutif. Là, on est encore dans un rythme très déséquilibré qui valide complètement la phrase de Chevènement qui est devenue un dicton pour les députés de toutes les majorités qui existent. On vote quand on est en désaccord, ou on vote, ou on ferme sa gueule, ou on démissionne. Voilà, c'était le fameux mot de Jean-Pierre Chevènement. Voilà, il n'avait pas tout à fait tort. Merci Bernard. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.